Professeur Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin ce matin pour parler des résultats, jeter un coup d'œil sur les résultats de ces élections du Likoud qui sont déroulées pour la présidence du Likoud qui sont déroulées jeudi. Alors, le succès de Binyamin Netanyahou est incontestable. Gideon Sa'ar n'a pas fait mieux que, on va dire, certains affirmaient pour comparer, qu'il n'a pas fait mieux qu'avec Moshe Feiglin en 2012, ou légèrement mieux. Quelles sont les conclusions que vous tirez de cette confrontation électorale au Likoud ? Alors, pour Gideon Sa'ar, je dirais que c'est une défaite honorable. Voilà, c'est pas non plus une semi-victoire qu'il aurait pu espérer s'il avait obtenu au moins un tiers des électeurs de son côté. Là, un électeur sur 4 qui vote pour lui et pas pour Benjamin Netanyahou, encore une fois, c'est pas la Bérésina, c'est pas la fin du monde. Il se place quand même comme numéro 2. Mais incontestablement, la victoire revient à Benjamin Netanyahou, qui était assuré. Mais bien entendu, c'est le score qui intéressait les observateurs. Et c'est vrai qu'avec 72% des électeurs du Likoud, eh bien, il conforte son image de leader incontestable et incontesté au sein du Likoud. Il prétend avoir réveillé sa base électorale qui s'était peut-être endormie lors des avant le deuxième tour. On verra si effectivement ce combat pour les primaires permet de ressusciter de l'espoir dans le camp de la droite. En tout cas, c'est vrai que Netanyahou remporte ici une victoire considérable. Elle ne surprend pas, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, Netanyahou reste le leader incontesté du parti. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez, même sur un plan plus historique, comment peut-on expliquer qu'un leader qui est tout de même affaibli par les inculpations de la justice israélienne parvienne à continuer à rassembler autant de gens sous son nom. On a l'impression, même d'après les sondages, que le Likoud n'est pas du tout affecté par les inculpations de Binyamin Netanyahou. Et on le sait, il y a une tradition, on va dire, dans la vie politique israélienne. On a l'impression qu'au Likoud, personne ne veut jamais destituer un leader, même s'il est inculpé. Comment vous expliquez cela ? Alors, je dirais que sur le plan sociologique, si l'on peut parler. Oui, bien sûr. Alors, je dirais ceci. D'abord, quand on reste longtemps au pouvoir, eh bien, il y a deux phénomènes qui peuvent se développer. Soit c'est l'usure du pouvoir et il y a un abandon et c'est une défaite générale. Soit au contraire, on se rend indispensable en quelque sorte aux yeux de son camp. Et c'est vrai que Benjamin Netanyahou a excellemment joué, a su parfaitement jouer à la fois de son autorité interne, de sa capacité de bien parler, de bien s'exprimer, de résumer les choses d'une phrase. Il s'est joué également des réseaux sociaux. Et puis, voilà, visiblement, il apparaît aux yeux de nombreux électeurs indispensable au point qu'ils ne peuvent pas envisager qu'il puisse y avoir un autre Premier ministre, non seulement de l'opposition, mais même au sein du Likoud. Et c'est vrai que, je dirais, c'est un cas d'école, parce que si on vient bien à réfléchir, vous demandez à n'importe quel électeur dans le monde démocratique, est-ce que vous accepteriez de voter pour un président ou pour un Premier ministre mis en examen? Il serait lâché comme une vieille chaussette. Là, ce n'est pas le cas, et ça a été effectivement la force de Netanyahou de convaincre son électorat. Mais ce qui est assez, il y a une sorte d'ivresse, parce que c'est quand même assez troublant. Voilà un Premier ministre qui, justement, pour échapper à ses affaires, depuis un an, manipule le système politique parce qu'il veut rester accroché au pouvoir et il ne veut pas en déloger. Et ça, effectivement, c'est quelque chose, je crois, d'unique dans les annales de la démocratie israélienne en particulier et de la démocratie en général. Même si ces manipulations se font selon la loi, puisque pour l'instant, rien n'empêche Binyamin Netanyahou de continuer à occuper ses fonctions. Oui, à ceci près que dans d'autres cas de figure qu'on a connus en Israël, les premiers ministres ont démissionné, estimant que voilà, il y a quelque chose d'assez choquant, et personne ne peut le contester. Il y a quelque chose d'assez choquant, même si la loi l'autorise, à avoir un premier ministre en examen. D'autant que
il n'a donné aucune explication. Voilà, dire que la police a inventé de toutes pièces, a fabriqué de toutes pièces, que c'est la gauche, la presse, etc. Alors, non, c'est trop facile. Voilà. Alors derrière ça, effectivement, vous parliez de sociologie vous évoquez la sociologie dans votre question. Il y a effectivement une sorte de division, alors objective, mais que Netanyahou exploite parfaitement, mais parce que c'est aussi le nerf de la guerre dans la vie politique, c'est le eux et nous. Et quand le eux et nous présente non seulement des différences de type idéologique, mais d'origine communautaire, de positionnement social, alors vous avez effectivement ce rassemblement derrière lui. Quand bien même, il est incontestable que il se présente avec un fardeau énorme, avec ces trois accusations qui ne sont pas de minces accusations. Alors, est-ce que l'on peut tirer des conclusions de ces élections pour la présidence du Likoud concernant l'électorat qui devrait voter Likoud lors des élections du 2 mars prochain? Est-ce que l'on peut dire que le réveil puisqu'on parle de réveil au sein de la base militante du Likoud, est-ce que vous pensez que ce réveil va réveiller, on va dire, l'ensemble des supporters de Binyamin Netanyahou, ou on ne peut pas faire de conclusion comme celle-là? Alors, je dirais que c'est tout l'enjeu des élections, parce que ça fait déjà bien longtemps, en fait, que à droite, on a cessé de vouloir, on se donne pas comme objectif de rassembler des voix qui sont au centre aujourd'hui ou à gauche pour essayer de les faire basculer dans son camp. Donc aujourd'hui, en fait, la clé du succès du 2 mars pour le Likoud et ses alliés, c'est de redynamiser ceux qui ont voté dans le passé Likoud ou pour les alliés et qui ne l'ont pas fait par épuisement, par fatigue, parce que faut pas oublier, on crée un climat un petit peu artificiel. On voit bien que pour les personnes, les citoyens israéliens lambda, ça n'intéresse pas beaucoup, ça intéresse un certain milieu, les journalistes, les politologues comme nous, etc. Mais voilà, au-delà de ça, les gens regardent ça avec beaucoup de dédain. Et la question effectivement qui se posera, c'est y aura-t-il plus d'abstention lors de ces élections que lors des précédentes, puisque on n'a pas noté une telle abstention lors du deuxième tour. Et donc voilà, c'est vrai que ce qu'espère bien sûr le Likoud, c'est à partir de ce réveil lors de cette campagne, puisqu'il a mené une campagne pratiquement tous les jours, d'essayer de toucher des gens, des sympathisants, le troisième cercle concentrique, non pas les leaders, non pas les militants, mais les sympathisants du Likoud, espérer effectivement qu'ils fassent le plein. Et là, je dirais que on peut pas trop le deviner, c'est pas les sondages qui vont nous donner une image très très juste, parce que je crois que les choses se décideront au dernier moment entre une certaine lassitude ou au contraire, si est-ce qu'on adhère à ce scénario-là, et c'est vrai que si Netanyahou l'emporte le 2 mars et obtient les 61 députés fatidiques dont il a besoin pour son immunité parlementaire et ensuite pour exercer le gouvernement avec une majorité, eh bien c'est vrai que ce sera assez remarquable de voir qu'on a pu comme ça convaincre avec des arguments qui n'en sont pas vraiment de le suivre, convaincu effectivement que tout ça est une manœuvre, une conspiration menée contre le Premier ministre, un Premier ministre dont il faut rappeler qu'il exerce le pouvoir déjà depuis 10 ans, donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas obtenu les suffrages pour faire la politique qu'il souhaitait, et c'est pas 1 an ou 2 ans de plus qui révolutionnera les choses rationnellement. Tout le monde en est convaincu. Alors, cela nous amène au deuxième aspect de notre conversation. Je voulais parler avec vous de l'aspect juridique, puisqu'on parle beaucoup de politique et de juridique, de ce fameux bras de fer entre les deux pouvoirs. Cette semaine, elle risque d'être assez chargée ou déterminante concernant justement le rapport de force entre le pouvoir politique et le pouvoir juridique, puisque la Cour suprême doit débattre d'un sujet qui est déterminant pour les prochaines élections. Est-ce que Binyamin Netanyahou aura la capacité, le droit de pouvoir former un gouvernement, si bien entendu les résultats des élections le lui permettent, de former un gouvernement au lendemain des élections alors qu'il est inculpé? Alors, on a l'impression ces derniers jours que
le conseil juridique du gouvernement, la Cour suprême se renvoie la balle dans ce dossier, que d'un côté, ils aimeraient bien statuer là-dessus, mais que d'un autre côté, ils craignent de statuer. À votre avis, est-ce que vous pensez que la Cour suprême, puisque c'est elle qui aura le dernier mot normalement dans cette question, elle doit s'impliquer, doit s'ingérer dans les affaires politiques de l'État d'Israël à ce niveau-là? Sur le plan du droit, elle est autorisée à le faire pour une raison très simple, c'est qu'elle est saisie par des individus, par des associations. Là, ce sont des pétitionnaires. Encore une fois, ce n'est pas elle la Cour suprême. Elle est saisie, mais elle a la possibilité de repousser. Voilà. Hein. Alors voilà, exactement. Et moi, je dirais deux choses. Bien entendu que ce qui sera débattu, c'est deux questions. La question préalable, c'est est-ce que la Cour est légitime à donner son avis sur cette question-là, et elle peut effectivement décider que oui, elle est autorisée à le faire, et ensuite estimer que en dépit de l'autorité qu'elle a, eh bien elle décide de laisser le suffrage universel s'exprimer sans intervenir et sans en fait décréter que le président de l'État d'Israël, sur le plan juridique, ne peut pas confier à Benjamin Netanyahou le soin de former le gouvernement, puisque c'est ça la question qui est posée. Oui. Voilà, je pense que les deux questions seront traitées. Si on reprend d'ailleurs... Si vous étiez juge dans la Cour suprême aujourd'hui, dans le contexte extrêmement tendu dans lequel on se trouve, dans ce bras de fer de plus en plus, on va dire virulent entre les deux pouvoirs, est-ce que vous auriez pris la décision de vous ingérer dans les affaires en disant, voilà, nous pensons que ce n'est pas possible? Alors, quitte à ce que ça provoque, puisqu'on voit que Benjamin Netanyahou continue de bénéficier d'un soutien, quitte à ce que ça provoque un véritable tremblement de terre en Israël tout de même. Exactement. Et je pense que là, pour le coup, les juges... Alors, moi, je note deux choses. La première, c'est que il n'y a que 3 juges qui ont été appelés, les seniors, hein, les plus expérimentés, les plus âgés, et enfin, qui sont le plus longtemps à la Cour suprême. Et il me semble que dans ce chiffre-là, il faut voir vraisemblablement l'indice d'une décision qui sera favorable ou non au fait de juger de la chose, mais je dirais défavorable à braver en quelque sorte le suffrage universel. Autrement, on aurait pris 9. On aurait pris 9 juges. Voilà. Quand il y a des décisions très graves à prendre, quand on a le sentiment qu'on touche à quelque chose d'essentiel, on se contente pas de 3 et de 9 juges. Je pense que la Cour suprême, enfin, je sais pas ce qu'ils vont décider, mais il est fort probable que même s'ils estiment qu'ils sont en mesure de donner leur avis, ils préféreront donner un avis défavorable. Je rappellerai que bien que les 3 juges dont il est question sont des juges qui sont considérés comme justement des activistes, des libéraux activistes, un peu, on va dire, dans le moule traditionnel du professeur Aaron Barak et de ses disciples. Ça c'est pas peut-être une manière de se dire, nous allons préserver en fait le rôle que la justice doit avoir selon eux, selon l'activisme, selon la doctrine du président Aaron Barak. Alors, je dirais ceci. D'abord, il faut expliquer aux auditeurs, il y a une lacune. Hein, et il y a une lacune, je dirais, évidente, parce qu'il est évident que la loi ne peut pas prévoir une clause disant un Premier ministre peut être inculpé et néanmoins appelé à former un gouvernement. Voilà, c'est inconcevable dans n'importe quelle constitution du monde qu'on puisse écrire quelque chose de là. D'ailleurs, si demain la Knesset était convoquée pour décider de voter une loi, il n'y aurait pas 61 députés qui voteraient une loi, un député inculpé peut être appelé à former un gouvernement. C'est inconcevable. Et c'est parce qu'il y a une lacune, mais elle est presque, je dirais, inévitable, que les juges sont invités à se prononcer. Maintenant, je pense qu'ils comprennent les conséquences politiques que pourrait avoir une décision qui interdirait à Rivlin d'appeler Netanyahou à former un gouvernement s'il est en position de former le gouvernement. Et j'ajouterais d'ailleurs, pour compliquer un peu la situation, que ça c'est le terrain juridique. Mais il est tout à fait probable que Reuven Rivlin, s'il y a encore un match nul entre les deux, si Netanyahou a plus de 61 députés, ça fait pas photo, il lui confiera le soin de le former. Mais s'il n'y a pas 61 députés, si l'un l'emporte sur l'autre d'un ou deux députés, mais qu'il n'y a pas une véritable décision, il se peut que, moralement,
pas juridiquement, mais moralement, il estime qu'il ne peut pas confier le soin de former le gouvernement à quelqu'un qui est inculpé. Ouais, donc comme quoi le problème ne sera pas résolu non plus à la fin de l'année, voilà, parce que la question morale reste essentielle, quand bien même l'opinion publique. Il faut bien comprendre quelque chose. N'importe quel candidat, n'importe quel poste inculpé de quoi que ce soit ne pourrait pas briguer quelques mandats qu'il souhaite, que ce soit dans des institutions électives ou dans un poste, dans n'importe quel ministère ou dans n'importe quelle école. Enfin, je veux dire, vous imaginez un professeur inculpé. Mais justement, voilà. Alors on va dire, là, il y a le suffrage universel. Justement, la différence est claire, c'est que dans un cas où un professeur est inculpé, ou même un ministre est inculpé, puisqu'il y a le fameux précédent du cas d'Eri Pinchassi de l'époque des milieux des années 90, là, la différence, c'est qu'un Premier ministre, à partir du moment où il doit démissionner, il engage sur toute la responsabilité du gouvernement. C'est tout le gouvernement qui tombe. Donc il y a une forme de responsabilité tout à fait différente. Bien sûr. Alors, on va compliquer encore la situation. Les municipales, n'est-ce pas, quand un candidat inculpé peut se présenter, et donc de ce point de vue-là, ça ressemble au cas de Netanyahou. En revanche, s'il est inculpé et qu'il exerce déjà, là, il doit démissionner. Donc, vous voyez qu'on a des tas de cas de figure analogues, pas complètement identiques, ministre, maire d'une ville, etc. Mais je pense que la prudence politique guidera pour le coup, alors que c'est pas censé guider la décision des juges. Ils sont pas censés juger en fonction de considérations politiques, mais d'une certaine manière, ils peuvent tout à fait, et je pense que c'est ça qu'ils feront, c'est de renvoyer la balle à l'opinion publique et surtout au président de l'État. Au final, cette patate chaude, elle va revenir entre les mains de Rivlin si le scrutin ne permet pas de véritablement trancher entre les deux. Là, moi, je n'exclus pas, même si la coalition du Likoud et de ses alliés est de d'un ou deux mandats supérieurs à celle de Benny Gantz, je n'exclus pas que Reuven Rivlin dise là, trop c'est trop, ça fait partie de mon autorité, et là, personne ne peut l'arrêter. Et aucune... comment dirais-je, on peut pas aller à la Cour suprême pour dire mais Netanyahou en a un ou deux de plus. Mais s'il a une majorité parlementaire, et c'est d'une certaine manière, et je pense que c'est la bonne solution, même si elle n'est pas, comment dirais-je, absolument honorable, il faut laisser l'opinion publique trancher sur cette question-là, tout en considérant que si Netanyahou remporte cette ultime victoire après 2 défaites consécutives, eh bien, voilà, il aura d'une certaine manière réussi son pari et on aura donc un Premier ministre qui formera un gouvernement alors même qu'il est inculpé, ce qui est quand même sans précédent, encore une fois, dans l'histoire de la vie politique d'Israël et de la démocratie. On a vu beaucoup d'éléments, d'événements sans précédent ces derniers mois dans la vie politique de l'État d'Israël et même juridique, et donc quelque part, effectivement, on est dans une situation inédite, bien entendu, qui n'est pas facile à analyser, même il faut bien l'avouer, pour des gens comme vous. Merci beaucoup, professeur Denis Charbit, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée et bonne fête de Hanouka. Shalom. Merci.